Bon, prêt pour la première de l'année? Allons-y. 1, 2, 3, 4, yeah. C'est le retour du grand entretien. Vous l'avez demandé, vous l'avez. Les vidéos d'actualité ne disparaîtront pas, hein, mais du moins elles vont muter. Mais le grand entretien, ce sera votre rendez-vous du mois, comme c'était le cas avant, en une ou deux parties, enfin surtout certainement plutôt deux parties, et avec toutes les rubriques que vous connaissez, qui évolueront au fil du temps, vos questions qui seront posées dans les prochains à partir du Discord et de nos réseaux sociaux. Et il y a une petite modification par rapport au premier, c'est que il y aura une partie entièrement gratuite et il y aura une partie payante. Alors pourquoi avoir abandonné ce format? Parce que il demandait aux équipes de montage énormément de travail. Et ces équipes étaient bénévoles, et de l'autre côté, on avait un public qui se plaignait que parfois ça sortait un tout petit peu en décalage par rapport à l'actualité. Donc on a décidé de faire des vidéos d'actu avec infiniment moins de montage pour que vous ayez des choses qui collent plus à l'actualité. Il y aura toujours des vidéos d'actu, mais ce ne sera pas nécessairement moi qui les ferai déjà. Elles viendront souvent du Discord. Et le grand entretien, on a décidé de le remettre parce que vous l'avez demandé. C'est l'une des demandes que vous faites le plus. Donc j'espère que vous tiendrez la distance par rapport à ce que vous nous avez demandé. Et nous avons décidé qu'il revienne parce que comme ça fait, disons, une espèce de grande messe mensuelle de nos lapins. Voilà. Alors, il y a déjà une différence de taille, c'est que pour garantir la qualité visuelle, et pour garantir que les équipes soient, disons, aient du cœur à l'ouvrage, il y aura une partie payante du grand entretien. Parce que on vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Moi, j'ai des techniciens, dont toi, j'ai des techniciens qui méritent de voir le fruit de leur travail récompensé. On ne peut plus faire tout le gratuit qu'on a fait, même moi je ne le peux plus parce que je m'étalerai pas sur ma situation, mais elle n'est pas si évidente que ça. Donc d'abord, c'est cette première différence. Pour les rubriques, vous allez retrouver des rubriques que vous connaissez. Vous allez retrouver une organisation qui ne va pas vous dépayser. On va essayer d'équilibrer également avec des vidéos thématiques, elles aussi soumises, disons, au même processus, pour entrer à fond dans certains sujets techniques, sur des notions, le grand remplacement, le complotisme, tout ça, ça débutera à partir du mois prochain. Ça aussi, ça nous a été demandé, c'est-à-dire de prendre du temps sur un seul sujet. Et tout le reste, eh bien, ce sera, disons, un traitement en temps limité de l'actualité, où je vais essayer de vous donner le maximum d'informations et le maximum de documents et d'analyses. Les documents et les analyses seront en description des vidéos, à côté de différentes autres rubriques, dont le « Comment nous aider », que je vous rappelle, qui est sous la vidéo également. Ce que je vous demande, premièrement, c'est de faire passer le mot. Le grand entretien est de retour. Deuxièmement, c'est de nous envoyer vos questions et vos demandes. Alors pour ça, il y a deux grandes manières. D'abord, et ce seront les prioritaires, c'est le Discord. Deuxièmement, les gens qui nous soutiennent par PayPal ou par Tipeee. Ce seront également les prioritaires. Les autres peuvent passer par nos différents réseaux sociaux, auxquels d'ailleurs vous pouvez en profiter pour vous abonner. Hein, VK, Signal, Telegram, Facebook, YouTube bien évidemment, chaîne et cloche, et différentes pages, et tout ceci centralisé sur le site du Cercle Aristote qui bientôt fera peau neuve. Alors, les actualités du Cercle Aristote, la sortie qui arrive le mois prochain du numéro Souveraineté numérique, le début de notre grande sortie de livres, disons on va faire la plus grande rentrée littéraire qu'on ait jamais fait,
Donc 9 ouvrages qui vont s'étaler donc de septembre à décembre. On publiera très peu pendant la campagne électorale parce que les campagnes électorales rendent les gens inaptes à la lecture et souvent inaptes à la réflexion. Mais nous ferons beaucoup parler nos auteurs, donc dès que nous aurons en main les premiers ouvrages, je ne manquerai pas de venir vous en parler. Autre chose, le site du Cercle Aristote va faire peau neuve et vous allez pouvoir, ça aussi c'est quelque chose qui nous était demandé, vous allez pouvoir devenir membre du Cercle, donc avec des cartes et des engagements, très bientôt. Là, restez à l'écoute. Ultime point, pour l'instant, et tant que la discrimination sanitaire restera, nous ferons nos conférences pour ce qui est du Cercle de Paris. Pour l'actualité des autres cercles, connectez-vous sur le site et rejoignez les cercles près de chez vous, liste en description. Nous serons au 10 rue Croix des Petits Champs. Nous ne serons pas au François Copé tant que la discrimination sanitaire durera. Donc, suivez bien le site, suivez bien nos réseaux sociaux pour avoir les dates des conférences. Inscrivez-vous sur nos listes et sur la newsletter pour suivre toute notre actualité. Pour bien comprendre ce qui s'est passé en Afghanistan, il faut revenir un peu en arrière. Il faut bien comprendre que vous avez une suite de faillites occidentales en Afghanistan. Et la première faillite, elle est théorique. Je me méfie de plus en plus du caractère déterministe d'une certaine géopolitique, pour qui, par exemple, l'Afghanistan est le point pivot du Heartland. Ils prennent ça aux géopolitologues américains qui font de l'Afghanistan, certains, dans la lignée de l'amiral Mahan, font de l'Afghanistan le cœur de l'île mondiale que les puissances thalassocratiques, puisque puissance de la mer, voudraient retourner. Plus je vieillis, plus je trouve que, ce sont des théories mécanistes qui plaisent aux esprits binaires et qui ne peuvent pas plaire à un Français. Déjà pour une raison, c'est que la France est puissance de la terre et puissance de la mer en même temps. Et qu'à force de vouloir ethnocider la France, ceux qui veulent la maintenir dans le continent européen, en plaquant des raisonnements géopolitiques qui concernent avant tout le pays dont ils aimeraient être les ressortissants et dont ils sont les laquais, qui est l'Allemagne, affaiblit notre position stratégique. Et ce raisonnement mécaniste m'apparaît de plus en plus enfantin, de plus en plus dangereux, pour une raison, c'est que premièrement, ça donne à la géographie un pouvoir qu'elle n'a pas. Vous me direz, toute la politique est dans la géographie. Bonaparte. Oui, mais le marquage de l'espace est inférieur à l'épaisseur du temps. Qu'on l'accepte ou non, en relations internationales, qui est une discipline autre, géopolitique basée sur la géographie, relations internationales basées sur l'histoire, c'est l'histoire qui est la catégorie reine. Si vous voulez, vous ne pouvez pas faire dire au territoire ce qu'il ne dit pas, et résultat, vous avez des gens qui s'obsèdent pour l'Afghanistan et qui en plus ne comprennent pas grand-chose à ce pays. La première faillite, c'est la faillite intellectuelle de l'Occident. Faillite intellectuelle qui s'est déroulée comment ? L'Afghanistan était dans la sphère soviétique d'influence. À cette époque-là, quoi qu'on en pense, l'Afghanistan, c'est les fameuses photos que vous avez vues en noir et blanc de ces très belles femmes afghanes à l'université. Et en réalité, vous avez eu un conflit interne au pouvoir afghan qui a été encouragé par les Américains, Brzezinski l'avait reconnu. And my point of view was not, so to speak, accommodationist to the point of giving up, but was rather arguing that there are points of weakness in the Soviet system that we can actually exploit. And by focusing on them, we can actually force them to change in a manner that opens them up more and more. And the more we open them up, the more we'll unleash forces from within that will disrupt that system increasingly, eventually, and explicitly so,
leading to its collapse. The Mujahideen came to its own because the Soviets attacked the country and the Afghans decided to resist. But the United States decided to help them, and I was involved in that. Donc, comme le disait Brzezinski, les Américains étaient en Afghanistan avant les Soviétiques, et qui a provoqué l'intervention soviétique. Lors de cette intervention, nous avons commis, puisque malheureusement la France, par l'intermédiaire du patron de la DGSE de l'époque, s'en est mêlée, nous avons aidé à la commission d'actes extrêmement problématiques. D'abord, nous avons essayé d'islamiser les parts musulmanes des troupes russes, en faisant distribuer des Korans wahhabites traduits en tadjik, par exemple. Cette opération-là a lamentablement échoué. Cette part idéologique de ce qu'on appelait l'opération Mosquito. Lamentablement échoué. Les Russes étant intelligents, ils ont déplacé leur part musulmane de troupes. Ce qui a réussi par contre, c'est de noyer une partie des troupes soviétiques dans la drogue. Ce qui a été un peu le revival de ce qui est arrivé à des soldats américains du Vietnam, rappelez-vous. Vous êtes en Afghanistan, donc vous êtes au cœur d'une des plus grandes zones, de la plus grande zone de production d'héroïne au monde. Vous en avez deux, le croissant d'or, Pakistan, Afghanistan, Iran, et le triangle d'or, qui prend la Thaïlande et la Birmanie. L'Afghanistan, c'est avant tout près de 80% de la production de pavot. Et donc, le premier vivier mondial d'héroïne. Ce qui vous explique toute la zone, d'accord ? Or, nous avons lancé, en plus de cette attaque sur les troupes soviétiques, de déstabilisation, nous avons utilisé le djihad international. D'ailleurs, l'une des générations des djihadistes s'appelle les Afghans. Ils reviendront d'Afghanistan pour semer la terreur, entre autres en Algérie, au sein du GIA. Ça a permis à l'Arabie Saoudite, notre allié et financier dans cette campagne, de vider ses prisons et d'envoyer entre autres un jeune élément turbulent, fils d'un grand architecte yéménite transféré, enfin émigré en Arabie Saoudite, qui est Oussama Ben Laden. Bon. À cette époque-là, ces gens-là étaient des freedom fighters pour nous, faut jamais l'oublier. Et c'était les islamistes avec toute leur violence, toute leur monstruosité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des résistances nationales au sein des Afghans contre l'envahisseur soviétique. Mais on devrait déjà plutôt parler de résistance ethnique et en premier lieu de résistance pashtun. Nous avons fait cette attaque à partir des bases arrières américaines et entre autres de l'ISI, services spéciaux pakistanais. À cette époque-là, le Pakistan, qui n'a jamais été un État, était à l'époque une armée autonome et nous le tenions à cette époque. C'est très important de voir ça parce que c'est ce qui va changer. Quand les soviétiques s'en vont, leur créature, Najibullah, tient 3 ans. Et à cette époque-là, quoi qu'on en pense, les capitales de districts afghanes sont approvisionnées en eau courante. Quoi qu'on en pense. Ensuite, parmi les héros, il y a des héros authentiques, mais je vous demande de prendre chez ces héros leur part du cru, leur part afghane. Prenez l'exemple de Massoud. Comment Massoud, les téléspectateurs occidentaux doivent se demander comment une petite vallée comme la vôtre, avec 5000 hommes mais seulement 700 armes, arrive à tenir en échec l'armée réputée la plus puissante du monde, l'armée rouge. Bien. Je pense que c'est à cause de 4 choses. Massoud est un héros de cette époque-là. Massoud va entrer en guerre avec un autre chef militaire qui est Akhmatyar. Ça a plongé le pays dans le chaos. Massoud ne va pas hésiter, le héros Massoud, et c'est un héros, c'est un grand homme, mais il faut que vous arrêtiez de penser qu'un héros digne des yeux de l'Occident doit avoir un char Gay Pride. C'est pas tout à fait le genre du bonhomme. Massoud est un homme qui a été au lycée français de Kaboul. Mon commandant, bonjour. Quelques mots en français, je sais que vous avez fait vos études au lycée français à Kaboul. Montrez-moi comment vous parlez le français. Il y a beaucoup de zones que je n'ai pas parlé français. C'est bien que vous parlez en français et je réponds en persan. Qui est un homme cultivé, il est par exemple fasciné par la figure du général de Gaulle. Quels sont vos modèles dans la vie ? On dit par exemple que vous aimez De Gaulle. On vous compare aussi souvent à Che Guevara ou même à Bob Marley.
Incontestablement, quiconque se bat ou s'est battu pour la défense de son pays mérite notre estime et nous devons utiliser ses expériences et ses acquis. Bien sûr, le général de Gaulle a libéré la France, mais il a donné aussi des idéaux à d'autres combattants qui ont milité pour l'indépendance de leur pays. C'est un homme qui est intelligent, qui a une sorte de magnétisme charismatique, qui va entre autres lui attirer des amitiés indéfectibles. Je pense à un grand journaliste français qui s'est suicidé quand Massoud est mort, Christophe de Ponfilly, qui était ce qu'on appelle un fou d'Afghanistan, c'est-à-dire ces gens qui sont allés dans les montagnes pendant la guerre avec seulement un appareil photo. Excusez-moi, faut du courage, quoi. C'est pas une demi-speakerine qui fait des communiqués à l'AFP. Si vous voulez, c'est du journalisme non prostitutionnel. Il faut bien que vous voyez que Massoud est un homme qui est un Tadjik, pour qui la loi islamique, la charia et l'islam sont les seuls liens du pays, et ce en quoi il a raison. Lui, quand il voit des femmes voilées, etc., lisez Massoud l'Afghan, vous verrez que c'est un Afghan, c'est un Tadjik du cru, quoi. Ça le choque pas. Il n'est pas une version pas collée, hein, le pacol, le béret de sa région. Il n'est pas une version pas collée d'Aymeric Caron, c'est pas vrai. Alors je ne sais pas s'il laissait des moustiques le piquer pour les nourrir, ce que fait Aymeric par volonté de vivre, c'est bien. Si les femelles piquent, c'est pour une raison. C'est parce qu'elles cherchent dans le sang de leurs victimes des protéines pour nourrir leurs œufs en développement et donc leurs bébés. Ah, ça devient encore plus embarrassant pour un antispéciste, parce qu'il se rend compte là que lorsqu'il est guetté ou attaqué la nuit par un moustique, il a en fait affaire à une mère, qui essaie de remplir son rôle de future mère. Donc, ce moustique qui nous agace parce qu'il nous tourne autour en nous menaçant de son bzzz incessant, est en fait une dame qui risque sa vie pour ses enfants en devenir. Je ne sais pas si Massoud faisait ça, mais c'est vraiment pas le genre du bonhomme. Ce ne sont pas des faibles. Les pays dans lesquels ils ont vécu ne les y autorisent pas. Massoud va commettre des crimes de guerre parce que c'est une guerre civile. Une guerre civile, ça frappe du sabre, pas du scalpel. Bon. Ahmadiyar, lui, est un islamiste pur jus, extrêmement violent. Et les talibans, donc talibans pluriel, talib, demandeurs au savoir, donc étudiants, venant des madrasas pakistanaises, vont être vus par une partie de la population comme apaisant les conflits. Apaisant ce conflit sanglant. Voyez ? Et à cette époque-là, l'Occident les adore, les barbus. À tel point que quand Massoud vient à Paris, tant qu'on va remuer un peu la merde, eh bien lui, qui est vu comme l'homme des Français par les Américains, et qui donc subit un véritable cordon sanitaire, lui le héros dont on vous parle 20 ans après, il faut savoir que l'Occident ne voulait pas de lui, et que Lionel Jospin, dans ce hibou hyperthyroïdien retiré dans un perchoir à l'île de Ré, a refusé de le rencontrer quand il est venu à Paris. Vous avez fait tout ce chemin de la vallée du Panchir jusqu'à Paris, et vous n'êtes reçu ni par le président Chirac, ni par le Premier ministre Jospin. Est-ce que ça n'est pas un peu vexant ? C'est le Parlement européen qui m'a invité et je suis donc en France parce que le Parlement se trouve sur le territoire français. Je n'ai donc pas de préoccupation majeure par rapport à la question que vous me posez. Alors il avait des plans pour l'Afghanistan, mais qui étaient dans son moule à lui, de respect des identités tribales, de respect des hiérarchies tribales, par exemple le rôle des Loya Jirga, des assemblées de vieux, structure traditionnelle, et du rôle de l'islam, et d'un islam qui n'est pas d'un charlisme délirant. Mais ce qu'il ne voulait pas, comme beaucoup de musulmans de cette zone, c'est l'incursion de ceux qu'ils appelaient les Arabes, qui n'étaient pas nécessairement arabes ethniquement ou linguistiquement, mais c'est-à-dire de l'islam extérieur à la zone. Les talibans ont été formés par l'ISI pakistanaise. Sans l'aide du Pakistan, les talibans n'auraient jamais pu prendre le pouvoir chez vous, en Afghanistan. Mais le Pakistan est l'allié des États-Unis. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui en Europe et pas aux États-Unis ? Il n'y a pas de doute qu'à l'origine, le Pakistan et un certain nombre d'autres pays ont soutenu les talibans. Dans une optique très simple, que vous devez comprendre. Le Pakistan veut contrôler l'Afghanistan, pourquoi ? Pour contrôler les mines, le pavot
et deuxièmement pour avoir un flingue dressé sur l'ennemi juré des Pakistanais qu'est l'Iran. Et c'est pour ça que vous allez avoir une guerre entre les talibans et l'Iran. Je vous rappelle que l'Iran est le pays au monde, un des pays au monde qui perd le plus de douaniers par an face au trafic de la drogue. D'accord ? Et que l'Iran va tenter de contrôler des gens comme Ismail Khan et autres, c'est-à-dire tous les chefs de guerre qui sont à la frontière. Les talibans ne sont pas autonomes, ils ne l'ont jamais été. Ça, c'était l'ancien Afghanistan. Le 11 septembre se passe, chacun... Massoud meurt. Massoud est assassiné deux jours avant, donc le 9 septembre 2001. Une caméra piégée. Évidemment, les deux événements sont liés, parce qu'il fallait éliminer le lion du Panjshir pour éviter le seul homme certainement capable d'unifier le pays. À titre personnel, et là pour le coup c'est une hypothèse de travail, pour moi je ne vois pas uniquement les islamistes derrière ça, mais qu'on puisse identifier un jour des commanditaires pakistanais ne me surprendrait pas. Ensuite, vous avez l'opération spectaculaire en plein New York qui assassine plus de 2700 Américains et New-Yorkais. Il y a beaucoup d'étrangers qui travaillaient dans les tours jumelles et au Patagone. À ce moment-là, les Américains demandent que Oussama Ben Laden, qui est en Afghanistan, après avoir été au Soudan, leur soit livré. Les talibans demandent, par l'intermédiaire de leur chef, le fameux Mollah Omar, à l'époque, que les preuves de la culpabilité, qui étaient impossibles à livrer dans ce laps de temps, d'ailleurs Al-Qaïda revendiquera beaucoup plus tard directement les attentats, pour ce qu'est Al-Qaïda, c'est-à-dire quelque chose, il ne faut pas l'oublier, qui s'est retourné contre les Occidentaux, c'est la fameuse déclaration de 97 ou 98 contre les Juifs et les Croisés. You have declared a jihad against the United States. Can you tell us why? The US government has committed acts that are extremely unjust, hideous and criminal through its support of the Israeli occupation of Palestine. And we believe the US is directly responsible for those killed in Palestine, Lebanon and Iraq. Mais qui, qu'on l'accepte ou pas, a été largement enfanté par l'Occident. Je vous renvoie au très bel ouvrage de Richard Labévière sur le meurtre du père ou les dollars de la terreur, et vous comprendrez que nous avons, c'est d'ailleurs le cas d'un très beau film qui a été interdit à la télé américaine pendant quelques années après le 11 septembre, qui est le film Couvre-feu, où vous voyez comment certains de nos agents peuvent se retourner contre nous, et vous voyez, c'est un jeu de salaud, hein, donc... Deuxième mythe totalement idiot, le mythe l'Afghanistan, tombeau des empires. Faux, 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 faux. Tout le monde a vaincu en Afghanistan. Tout le monde. Alexandre le Grand, les Perses, les Soviétiques, les Britanniques, nous. Tout le monde a vaincu militairement. Le problème de ce pays, ce n'est pas d'y entrer, c'est d'y rester. Pourquoi ? Parce que c'est un espace déstructuré, géographiquement difficile à tenir, sans point stratégique, autrement dit, c'est une boule de pu. Et c'est pour ça que toutes les armées finissent par se barrer. Voilà. C'est pas le tombeau des empires. Vous voyez, autre erreur stratégique de l'Occident, avoir cru à ce type de fable. Erreur stratégique majeure, prochaine, les théories foireuses. Alors vous avez évidemment le droit d'ingérence, M. Kouchner a dit qu'il y croyait encore. L'Afghanistan est le tombeau du droit d'ingérence. C'est ce qu'a dit un de vos prédécesseurs au Quai d'Orsay. J'en ai connu beaucoup, mais Hubert Védrine. On se relève du tombeau. Non, c'est ridicule de dire ça. L'ingérence, c'est l'ingérence humanitaire. Allons-nous cesser de nous intéresser au sort des autres ? Je ne le crois pas. Allons-nous, au contraire, nous intéresser différemment, peut-être ? Vous me direz, il en a été un des grands promoteurs de ça et de l'éducation sexuelle sur enfants. Évidemment, vous comprenez que l'Afghanistan a été, ce n'est pas le laboratoire du droit d'ingérence. Le laboratoire, c'était la Yougoslavie. Notre ami Alexis Trout va sortir un ouvrage très complet sur cette question. Le problème, c'est qu'on est allé encore plus loin en Afghanistan. On est arrivé avec des thèses encore plus foireuses. On est arrivé avec le corollaire du droit d'ingérence, qui est le nation building et le state building. Donc,
créer une nation artificiellement, créer un État artificiellement. Ça a d'ailleurs très très bien marché en Irak, où on a déstructuré, là, une nation qui existait et un État qui existait pour en créer deux faux qui n'ont jamais vécu. Alors pour ceux qui croient que les talibans sont l'équivalent de notre Moyen-Âge, le jour où ils feront une cathédrale gothique, on en reparlera. Ils viennent d'une socialisation totalement différente, qui n'est pas inférieure, mais qui est totalement différente. Ils n'ont rien en commun avec ce que nous avons vécu. Leur type de socialisation nous renvoie, pour nous, avant l'Antiquité. Simplement parce qu'ils sont dans les clans, les lignées, les trucs comme ça. Alors, il y a certains peuples méditerranéens, les Albanais ou autres, qui peuvent un peu ressembler, mais ce n'est pas transposable, et donc à un moment, il faut accepter de voir les peuples tels qu'ils sont. Ils ont leur monde, ils sont autres, pour parler comme Lyotet. Et donc, nous, on va arriver avec des théories à la con, et on va leur imposer du nation building à un territoire où il n'y a jamais une nation, et un state building là où il y avait un État, et on le sait très bien, c'est nous qui l'avons foiré. Évidemment, ça va être un échec total. Les chefs de guerre vont petit à petit de moins en moins supporter notre présence. Le mouvement national Pashtun va se retourner contre nous, et c'est lui qui porte le mouvement taliban maintenant. Ce ne sont plus les mêmes hommes. Je ne dis pas qu'ils sont sympathiques, qu'ils sont... Alors, le fameux taliban inclusif, non, faut le débrancher, hein, le Drian. Hein. Faut le débrancher. Il me rappelle Bérégovoy qui disait « les feux de l'économie sont ouverts ». Il était même devenu daltonien, le vieux. Non, faut le débrancher. Dans ce pays-là, l'islam, dans sa version dure, est l'une des seules choses que ces populations partagent. Faut le comprendre. Ensuite, si on veut dire la vérité des prix, eh bien, Najibullah, la créature des soviétiques, a tenu 3 ans après que les soviétiques soient partis, les nôtres ont tenu 15 jours et sont barrés avec la caisse. Vous voulez la vérité, la voilà. Bravo. Tout l'Occident, en 3 secondes. Inclusif, loser, barré avec la caisse. C'est assez simple. La société afghane de la guerre civile avait hérité de l'époque soviétique d'être centrée sur les femmes, particulièrement dans les services de santé. Et c'est pour ça d'ailleurs que les talibans ont détruit le pays. Les talibans, première manière. Qu'est-ce qui me fait dire qu'ils ne le feront peut-être pas? Déjà, c'est plus les mêmes hommes. Ils sont devenus une résistance nationale. Et je le dis d'autant plus que le Cercle Aristote avait organisé en 2013 un colloque qui s'appelait Afghanistan, demain le retour des talibans. Tout le monde s'était un peu foutu de notre gueule, aujourd'hui beaucoup moins. Que nous avions fait avec nos amis, que je salue, entre autres notre cher ami John Lockland, de l'Institut de la démocratie et de la coopération. On n'était pas plus intelligents que les autres. On a fait dialoguer les experts russes, entre autres Kniazev, qui est le monsieur Afghanistan auprès du président de la Fédération de Russie, et des experts français. Ça nous a permis de tuer des mythes. Premièrement, les talibans n'ont jamais arrêté le trafic de la drogue. Ils l'ont maintenu pour l'exportation, ils ont essayé d'en faire baisser la consommation. L'ONU soupçonne l'Afghanistan d'être le principal producteur d'opium au monde. Vous confirmez ou pas? Absolument, c'est indiscutable. Non seulement il n'y a pas eu d'obstacle à la culture de l'opium, mais elle a été également encouragée, diffusée et répandue. Ceci représente une source importante de financement pour les services secrets pakistanais et pour les talibans. Parce que vous avez le CAT, qui est un dérivé local de drogue qui fait des ravages. C'est ce qui vous donne chez certains Afghans cet air un peu halluciné que vous voyez, même très jeune. Vous avez ces drogues locales et vous avez l'effet dramatique de l'héroïne. Dramatique. Bon. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on aurait pu faire une fois qu'on était dans ce merdier? Déjà s'appuyer sur l'œil à Jirga et sur les chefs de guerre. Et si on avait voulu aider ce pays, déjà fallait pas utiliser Hamid Karzai, qui était le pantin que les Occidentaux avaient mis en Afghanistan, dont le frère était l'un des principaux trafiquants de drogue. Ce qui, excusez-moi, qui peut croire la parole de l'Occident après ça? Et surtout, la seule chose qu'on a augmentée, et là de manière colossale avec un K, c'est la culture du pavot. Or, nous aurions dû plutôt désocialiser la culture du pavot. Je vais vous donner un exemple. Le prix des baux ruraux à la campagne, c'est-à-dire des locations de terre, était, à l'époque où nous sommes entrés en Afghanistan, était gagé sur le pavot.
Donc plus les gens produisaient, moins ils louaient leur terre, donc plus ils pouvaient gagner de leur terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est logique. On aurait dû éliminer tous ces systèmes de socialisation en les remplaçant par quelque chose de profitable pour les populations. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, après 20 ans d'occupation occidentale, l'eau courante qui était, je vous le rappelle, dans toutes les capitales de district, était réduite à Kaboul centre. Un échec. Mais un échec fabuleux, triomphant de nullité. Comme on dit dans Kaamelott, ils n'ont pas inventé le plat de la main morte. Autre chose qui a changé, ce n'est plus le même donneur d'ordre. Comme vous le savez, entre-temps, le Pakistan est tombé, d'ailleurs de la main de ses mandants, vu que c'est les Américains qui l'ont laissé tomber, parce qu'un homme a cru au rêve pakistanais. Cet homme s'appelle toujours d'ailleurs, je crois qu'il est, c'est à vérifier, mais je pense qu'il est encore en vie, il est âgé maintenant, Pervez Musharraf, qui voulait faire un État à la turque. J'ai pas dit un État turc, bien évidemment, mais un État à la turque. On a profité de l'assassinat de Benazir Bhutto pour se débarrasser de lui. Pourquoi? Parce que tout le monde est d'accord que le Pakistan doit rester faible. Eh bien, ce faisant, nous avons ouvert la voie à la prise de contrôle par Pékin. Et aujourd'hui, nous devons louer le Parti communiste chinois, quoi qu'on en pense, de maintenir la tête en dehors de l'eau de cet État qui n'en est pas un. Le Pakistan n'est pas un État, je vous renvoie à la très belle conférence au Cercle Aristote du général Lamballe là-dessus. Le Pakistan n'est pas un État, le Pakistan est une armée. Et une armée qui tiendra tant que Pékin paiera. Et à ceux qui seraient très contents que ça arrête, eh bien, je vous conseille d'évaluer la qualité de votre sommeil quand vous allez savoir qu'un État avec une centaine de têtes nucléaires est hors contrôle. Alors je ne dis pas que la Chine contrôle le mouvement taliban, ce serait beaucoup trop mécanique. Je dis juste que la Chine peut influencer les alliés des talibans, ce qui vous explique pourquoi ils ont été très lourdement réorganisés, réentraînés et réarmés, leurs fameux commandos. D'autre part, pour l'instant, nous sommes le 14 septembre 2021. Je ne vois pas chez eux d'obsession iranienne, ce qui serait tout à fait normal. Pékin ne peut pas Pékin s'est toujours considéré comme un allié de Téhéran. Donc, ce ne sont pas les mêmes hommes, c'est pas les mêmes commanditaires, et qu'on le veuille ou pas, ils ont gagné, ils sont là. Quant aux mines, parce qu'on était très content d'y aller pour les mines, les Chinois ne vont pas les prendre, les Chinois les ont déjà. Donc, caramba, encore raté. Les 3 derniers points. Que devons-nous faire avec les talibans? Déjà les reconnaître. On fait de la diplomatie face aux hommes qui sont là. Que ces hommes vous déplaisent est indifférent. Alors on dit, oui, machin, c'est des barbares, etc. Oui, quand monsieur Macron va serrer la main de Paul Kagame, qui tue plus de gens en une journée que le régime taliban n'en tuera jamais, ça vous dérange pas? Alors vous me direz, ils tuent des Africains, donc on en a encore moins à foutre, mais quand même, il faut les reconnaître et laisser Pékin jouer. Pékin et la Russie. Nous n'avons plus rien à faire dans ce pays qui ne nous concerne pas. Nous avons perdu 90 de nos frères là-bas pour rien. Ça ne veut pas dire que la vie de nos hommes a été sacrifiée pour rien. Ça veut dire que qui dit guerre dit but de guerre. Et nous, on n'avait pas de but de guerre, mis à part des buts de guerre foireux. C'est-à-dire, on va apporter la démocratie. Mais il y a des gens, mais vous voulez... Ils n'ont pas de notion de peuple. Il n'y a pas de démos. Ils n'ont pas d'État, il n'y a pas de Kratos. Alors vous voulez faire des démocraties à quelle heure? Puis la démocratie, excusez-moi, vous demandez les cartes d'identité aux gens pour prendre un café, donc fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Pitié, pitié. Plus personne ne nous supporte. Alors ensuite, vous avez fait le truc, les femmes afghanes. Oh, les femmes afghanes. On reconnaît des États, pas des gouvernements. Alors, même s'il n'y a pas d'État au sens substantiel du terme en Afghanistan, il y a un État au sens du droit international, dont les talibans sont le gouvernement en place. Point, barre, ligne. Alors, je n'oublierai jamais des débats sur France Culture. Oui, il faut sauver les artistes. Donc, France Culture, artistes décadents, appelle les artistes décadents d'autres pays. Enfin, vous voulez quoi? Vous voulez faire un grand rayon d'Omios de chez Decathlon, quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Et ils disent, au nom de la défense de l'âme de l'Afghanistan, moi, si je parle de l'âme de la France, je vais en tôle. D'accord? Alors, soit il y a des peuples qui ont des âmes,
Ils en ont tous, soit personne. Ok ? Merci France Culture. Il est évidemment, alors, mis à part ceux qui nous ont aidés, ça y est tout à fait normal de les faire venir, eux et leurs familles. Ça se discute pas. Ensuite, ils doivent être très lourdement francisés. De là être séparés de la population pendant un long moment. Parce qu'ils viennent de quelque chose qui n'a rien en commun avec nous. Rien. Ou si peu. Même s'il y avait une francophilie à Kaboul avec les lycées français, etc. Mais ce sont des souvenirs évanescents. Tout le reste, si vraiment il y a des populations en danger, eh bien c'est le rôle de l'ONU de créer des camps de réfugiés. Mais les talibans ne sont pas aussi bêtes. Et puis, ils ont des envies développementalistes, ce qu'ils n'avaient pas avant. Avant, ils voilaient les roues des vélos. Et on est dans un pays d'Asie centrale, ils sont allés jusqu'à tuer les oiseaux. Quelles sont les interdictions les plus délirantes des talibans? J'ai vu par exemple qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de colombes en liberté, pas de cerf-volant, pas de bicyclette, ou en tout cas pas de roue de bicyclette, parce qu'il paraît que ça permet de capter la radio ou la télévision. Finalement, on dit que ce sont des fous de Dieu, mais est-ce qu'ils ne sont pas juste fous tout court? Nous qui habitons en Afghanistan, nous voyons et nous entendons des choses qui nous surprennent, et nous nous demandons si ces talibans sont réellement afghans, s'ils ont vécu auparavant dans ce pays ou pas. Un exemple, voilà quelques jours, des jeunes gens ont subi des situations dégradantes parce qu'on leur reprochait d'avoir été coiffés à l'image d'une star de cinéma. Des barbiers et des coiffeurs ont été emprisonnés. Mais c'est pas les mêmes. Je pense qu'ils veulent tenter d'inclure leur pays dans les routes de la soie et autres. Est-ce qu'ils le feront ou pas? Est-ce qu'ils y arriveront ou pas? Est-ce que sinon ils vont se déchaîner islamiquement? Peut-être même que c'est possible. Peut-être qu'ils jouent double jeu, mais ça m'étonnerait. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui paye. Et c'est pas eux. Mais imaginons, ils font l'ordre noir. Eh bien, ça reste chez eux. On n'a rien à y foutre. Et on ne fera pas de pont aérien pour les femmes, etc. Si vous voulez, l'avenir d'une femme afghane n'est pas de venir récurer les chiottes d'une bourgeoise parisienne qui écoute France Culture. Il faut faire confiance aux différentes composantes du peuple afghan, et peut-être même que ce qui va... Parce qu'à un moment, vous avez un phénomène de coagulation qui fait une nation. Eh bien, peut-être que les talibans, parce que c'est le mouvement national Pashtun, ont un rôle à jouer dans cette coagulation nationale qui permettra enfin à ce pays de se sortir de la mort dans laquelle nous l'avons en partie mis. Dernier point, j'entends beaucoup de gens dire « C'est terrible, l'Occident a été défait par des niqueurs de chèvres ». Alors, sur la carte postale, c'est pas tout à fait faux. Mais bon, si vous voulez, chacun fait ce qu'il veut avec du bétail. Mais, et j'entends les discours très mollo. Est-ce que l'Occident est foutu? Alors, l'Occident est peut-être foutu, mais les talibans, ils sont pour rien. C'est nos mensonges, c'est nos illusions qui nous ont menés dans une guerre ingagnable par absence de but de guerre. La guerre, c'est la continuation de la politique. Quand on ne sait pas quoi faire d'un terrain, on ne le prend pas. C'est pour ça qu'on a publié l'un des jeunes penseurs de la guerre les plus brillants, Benoît Billan. La guerre, la penser et la faire. La faire, vous savez le faire encore. Français, Américains, Britanniques, on sait la faire. Mais on ne sait plus la penser. La penser et la faire. Et puis, surtout, je ne supporte plus les jérémiades des libéraux conservateurs. Tout est foutu. Tout est foutu. Position latérale de sécurité. Nounours, cœur avec les mains. Non, l'Occident n'a pas été défait. L'Occident s'effondre. Parce qu'il s'est décentré par rapport à ce qu'il était et qu'il a pris le pire de lui-même pour s'en faire une identité. C'est-à-dire, l'Occident se sent tellement coupable d'exister qu'il est en train de s'auto-avorter et sorte de son ventre fermenté tous les succubes et les incubes des différents cercles de l'enfer de Dante, les woke, les machins, etc., et toutes les marques de dégénérescence. C'est ça qui est en train de nous tuer. C'est pas les niqueurs de chèvres, c'est pas qui que ce soit. C'est les propres gaz de putréfaction qui s'échappent de nous, qui sont en train de nous bouffer. Tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas compris la terrible leçon de l'Afghanistan.